Bonjour à tous. Je voudrais commencer ce matin en faisant le point sur le déploiement de membres des forces armées dans des CHSLD au Québec. Nos femmes et nos hommes en uniforme font un travail incroyable et ils sauvent des vies. Depuis la fin avril, la situation dans plusieurs CHSLD s'est stabilisée et de nombreux préposés sont en train de retourner au travail. Ça veut dire que les membres des forces armées qui ont été déployés dans un CHSLD où les choses se sont améliorées peuvent maintenant aller donner un coup de main dans d'autres centres où la situation est plus critique. Ça nous a permis d'aider plus de 35 CHSLD jusqu'à maintenant et on continue de redéployer des membres des forces armées des CHSLD sous contrôle vers de nouveaux centres dans le besoin. Nous prolongeons donc la mission actuelle des forces armées au Québec jusqu'au 26 juin. Je veux être clair, les 1400 membres des forces armées de l'opération Laser sont toujours au Québec et sont actuellement en train d'être redéployés dans des CHSLD qui en ont plus besoin. Nous poursuivons nos discussions avec Québec en vue d'élaborer un plan à moyen terme qui nous permettra d'appuyer les efforts jusqu'au 15 septembre. Ce plan inclut une participation active de la Croix-Rouge avec des gens payés, bien formés, qui seront aussi efficaces que les membres des forces armées. Le gouvernement fédéral va continuer d'être là pour les Québécois. Over the past few months, our government has been working with the provinces on providing care for seniors and the most vulnerable. This includes by deploying members of the Canadian Armed Forces to certain long-term care facilities. In Ontario and Quebec, we are extending this deployment to June 26th. Our women and men in uniform are doing a remarkable job. Their help is still needed, so we're making sure that our elders continue to have this vital support. To restart the economy, to get Canadians back on their feet, we need a coordinated, countrywide plan. And at the heart of this approach must be how we do this safely. In country after country, state after state, a pattern is emerging. People make sacrifices needed to flatten the curve, but then when governments decide to restart the economy, cases begin to rise again. And after months of hard work, people are finding themselves right back where they started. Canada must learn from these lessons. It's clear that we have to make safety and control of this virus a top priority in this restart. So that's exactly what we're doing. Our government is working with the provinces and territories to bring in the right measures to keep Canadians safe and healthy. Last week, I put forward our government's commitment, $14 billion towards a safe restart agreement for the things that Canadians will need in the 6 months ahead. At our First Minister's meeting yesterday, the Premiers, the Deputy Prime Minister and I continued our discussion on what this plan might look like. We talked about the measures needed, whether that's childcare and paid sick leave, contact tracing and testing, or PPE and support for the most vulnerable. And we talked about the fact that we must keep working together to support Canadians right across the country. Hier soir, les premiers ministres et moi avons aussi parlé des reportages et des vidéos qui circulent en ce moment et qui montrent la violence faite aux Canadiens noirs et aux peuples autochtones. Pendant notre discussion, j'ai évoqué des changements qu'on devrait apporter aux forces policières, comme par exemple le port de caméras corporelles. Tous les ordres de gouvernement doivent travailler ensemble pour que les choses changent le plus rapidement possible. We have all now seen the shocking video of Chief Adams' arrest, and we must get to the bottom of this. Like many people, I have serious questions about what happened. The independent investigation must be transparent and be carried out so that we get answers. At the same time, though, we also know that this is not an isolated incident. Far too many Black Canadians and Indigenous people do not feel safe around police. It's unacceptable. And as governments, we have to change that. In my discussion with the Premiers yesterday evening, I brought this up. All leaders were united in condemning racism and in agreeing that we must do more to combat it. I raised with them some of the ways we can work together moving forward, including on practical things like the adoption of body cameras.
This is something I've already discussed with RCMP Commissioner Lucky. But reforms are needed at all levels of policing, and these reforms need to happen quickly. In the days and weeks to come, our government will continue to move as fast as we can with all of our partners. Women and men who serve in our police forces must be part of the solution. They are people who've stepped up to serve their community, and they will be invaluable allies as we move forward to make sure that all Canadians are well served by these institutions. Today, I also want to speak about the progress we're making on travel and on our work to keep Canadians safe. Right now, physical distancing is still the best way to protect yourself and others. Of course, there are some places, like on flights, where it's not always possible to keep 2 meters apart. That's exactly why we've made it mandatory for travelers and staff to wear masks. We've also worked with airlines and airports on standards they should have in place, whether that's enhanced cleaning or putting distancing measures as people wait in line. And today, I can announce that we're taking another step forward. Our government is mandating temperature screening for air passengers through a phased approach. First for those traveling to Canada, then for those traveling from Canada, and finally for those traveling within Canada. A passenger who has a fever will not be permitted to board their flight. Employees in the secured areas of airports will also be required to have their temperature checked. There are strong measures already in place to keep people safe, and this screening will add yet another layer of protection. Notre gouvernement prend note des nouvelles pratiques exemplaires qui sont en vigueur ailleurs dans le monde pour protéger les gens. C'est donc pourquoi aujourd'hui, j'annonce qu'on rendra la prise de température obligatoire pour les passagers aériens ainsi que pour le personnel et les employés. Je sais que le ministre Garneau en aura plus long à dire là-dessus plus tard aujourd'hui. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va continuer d'explorer d'autres façons de protéger les Canadiens et de limiter la propagation de ce virus. Right across the country, in every city and town, Canadians are stepping up to help. If you want a great example, look no further than the Filipino-Canadian community. In Surrey, the community set up a blood donation drive as their way to pitch in. In Calgary, an organization called Fiesta Filipinos is raising money for care packages for families. À Montréal, la communauté philippine a mis sur pied un programme de popotes roulantes pour livrer de la nourriture aux personnes âgées qui vivent seules ou qui sont confinées. Aujourd'hui, en cette journée de l'indépendance des Philippines, on reconnaît toutes les contributions qu'ont apportées les Canadiens d'origine philippine à notre pays. C'est aussi l'occasion de dénoncer les obstacles auxquels cette communauté est encore confrontée. As we celebrate Filipino Heritage Month, we can't ignore the ways in which our country must do better. Too many members of this community face discrimination, something that has gotten worse because of this pandemic. There is no place in this country for racism against Asian Canadians or anybody else. Now, more than ever, we need to stand up against discrimination and injustice in all its forms. As Canadians, we are always stronger together. Merci. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone for questions. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. Première question, Raymond Filion, TVA. À vous. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Au sujet d'abord des militaires dans les CHSLD, vous avez déjà dit que ce n'est pas une solution à long terme, mais qu'est-ce qui vous empêche de consacrer 1000 soldats, 1000 militaires aux résidences du Québec jusqu'à la mi-septembre, comme le demande M. Legault? On est allé dans les CHSLD au Québec en tant que Force armée canadienne parce qu'il y avait une crise urgente où on n'avait pas le contrôle de la pandémie à l'intérieur de ces CHSLD. Et dans les 2 derniers mois, on a vu des améliorations nettes dans la façon que ces CHSLD fonctionnent, dans le retour au travail de plusieurs préposés à cause du travail qu'ont fait les forces armées canadiennes.
on reconnaît que même si ce n'est pas une solution à court terme, ils ont pu, à long terme, ils ont pu mettre en place des mesures, des protocoles, des façons de faire qui vont continuer pour le moyen et long terme. Par rapport à des effectifs canadiens, on est en train de travailler avec la Croix-Rouge canadienne pour pouvoir avoir des gens bien payés, bien formés, qui vont prendre la relève des militaires pour s'assurer que jusqu'au 15 septembre, le Canada demeure là pour aider dans ces CHSLD. C'est une approche qui est raisonnable, qui est ancrée dans les besoins sur le terrain. Nous sommes en train de travailler ce plan justement avec le gouvernement du Québec actuellement. Mais M. Legault, hier après-midi, disait encore, on a besoin de 1000 soldats. Vous, est-ce que vous dites, non, c'est mission accomplie, le Québec n'a plus besoin de ces soldats? Au contraire, la mission n'est pas du tout accomplie. Il y a encore beaucoup de travail à faire et tant qu'il y aura des défis, le gouvernement du Canada va aider dans les CHSLD. Mais les 1000 personnes qui pourraient aider, c'était des soldats au début, dans les moments d'urgence, mais ça pourrait très bien aussi être des gens de la Croix-Rouge canadienne, bien formés, bien payés, qui vont pouvoir prendre la tâche sans avoir ce background militaire qui n'est pas nécessaire au service qu'on offre dans les CHSLD. Mais comme j'ai dit, nous allons continuer d'être là en tant que gouvernement fédéral pour aider le Québec à reprendre le contrôle de la situation dans ces CHSLD. Okay. As I said from the beginning, we were going to be there and we are there to help out our seniors in the long-term care facilities in Quebec. From the beginning, they were there to stabilize the situation, to set in place protocols and measures that were necessary while the situation was out of control. But over the past couple of months, the extraordinary work done by the members of the Canadian Armed Forces has made a huge difference. And many facilities have gone from condition red to condition green. We will continue, as a federal government, to ensure that our seniors in Quebec are protected. We are proposing and working with the province of Quebec to progressively replace those military members with trained people from the Canadian Red Cross who will be paid, who will be properly trained to be able to continue the important work being done while Quebec works to get its system back under control. Merci. Operator, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question. Lina Dib, La Presse canadienne. À vous. Oui, M. Trudeau, désolé d'insister sur le sujet, mais quand même, j'arrive pas tout à fait à comprendre qu'est-ce qui empêche 1000 militaires d'être dans les CHSLD et si M. Legault, c'est son évaluation de la situation, c'est de ça qu'il a besoin maintenant, je ne comprends pas, comme lui ne comprend pas, qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire ailleurs, vos militaires? Les militaires sont là et seront là pour protéger les Québécois, pour protéger tous les Canadiens. Ils ont fait un travail extraordinaire depuis 2 mois et ils continuent à faire leur travail dans les CHSLD. D'ailleurs, dans plusieurs CHSLD où ils ont amélioré de façon significative les choses, ils peuvent maintenant se déplacer vers d'autres CHSLD. Mais on sait que les militaires ne pouvaient jamais être une solution à long terme ou même à moyen terme. C'est pour ça qu'on va progressivement remplacer ces militaires par des effectifs de la Croix-Rouge canadienne qui vont pouvoir faire toutes les choses que les militaires pouvaient faire avec la formation, qui vont être bien payés pour pouvoir assurer qu'on garde les Québécois en santé jusqu'au 15 septembre. Et au-delà de là, bien sûr, s'il y en a de besoin. Bon, oui, ça m'avance pas énormément parce que je vais juste répéter ce que vous disiez déjà tout à l'heure. Bref, la Croix-Rouge, alors. Qu'est-ce qui empêche la Croix-Rouge d'être déjà prête, parce que M. Legault, lui, compte seulement 400 soldats qui sont en train de servir dans les CHSLD en ce moment. Il en veut 1000. Alors, qu'est-ce qui retarde l'envoi de gens qualifiés de la Croix-Rouge? Pourquoi est-ce que ces choses-là traînent autant?
D'abord, Lina, je veux souligner qu'on a envoyé 1400 soldats dans Opération Laser dans les CHSLD au Québec. Ces 1400 soldats sont encore déployés au Québec sur l'opération Laser. Mais comme j'ai souligné, au fur et à mesure que certains CHSLD reprennent le contrôle de la situation, les militaires peuvent être redéployés et sont en train d'être redéployés dans d'autres, mais ça prend une certaine évaluation et un certain processus, et c'est pour ça que les numéros fluctuent un petit peu maintenant. Et par rapport à la Croix-Rouge canadienne, on est justement en train de travailler avec la Croix-Rouge, mais aussi avec le gouvernement du Québec pour fignoler le plan qui va pouvoir les envoyer dans les semaines à venir pour prendre la relève de ces militaires. Merci. Prochaine question. Operator. Thank you. Merci. Next question, Theresa Wright, the Canadian Press. Line open. Yes, good morning, Prime Minister. I'd like to ask you about the video of the arrest of Chief Alan Adam. The RCMP said the treatment of Chief Adam was reasonable. Can you explain that to all the people who have now seen this video? I think everyone who's seen this video has serious questions about what exactly happened, about how it happened this way, and about that use of force that we saw. That's why we're calling for an independent, transparent investigation that will get the answers that so many questions people are asking right now. Okay. Je pense que tout le monde qui a vu cette vidéo a des questions sérieuses à poser et c'est pour ça qu'on est en train d'appeler pour une enquête indépendante, transparente, qui va nous donner les réponses sur comment ça a pu se produire. Follow-up, Theresa? Yes, thank you. On another topic, you've been promising to end the blood donation ban on men who have sex with men and trans women since 2015. Other countries have done this years ago. Why have you not yet kept this promise? Our decisions from the very beginning have always been anchored in science and data. From the very start when we took office, we made significant changes to shorten the wait times, but they were still unacceptable. That's why we gave funding to Canadian Blood Services and Quebec to do the studies necessary to be able to bring in new protocols, and we are very hopeful that we'll be able to announce the results and the change very soon. Okay. Depuis le début, nous avons reconnu que nous avions besoin de changer les protocoles pour permettre aux dons de sang de tout le monde. C'est pour ça qu'on a investi dans Québec et les services de sang canadiens des millions de dollars pour qu'ils puissent faire les recherches, faire les études nécessaires pour ancrer dans la science et dans la sécurité les nouvelles mesures qu'ils pouvaient adopter. Et on espère qu'on va avoir des bonnes choses à annoncer d'ici peu. Thank you. And we'll take one more call online. Thank you. Merci. Next question, Ryan Timothy, National Post. Line open. Yes, sir. I wanted to ask you a follow-up about the Chief Allen video. Given what you've seen, given the fact that the superior officers there decided initially that there was no problem, that the force wasn't excessive, do you think that's part of the systemic racism issue that you've seen in the RCMP? And are you concerned about what that says about how the RCMP senior officers view force? I think we've seen examples of systemic discrimination, of systemic racism in the past days in many different ways. That's why we need to address it seriously. That's why we need both clear, independent, transparent investigations in the cases brought forward. But it's also why we need to look at the entire system to improve it, to make sure that situations like this don't happen in the future and that our police officers who are there to protect and serve all Canadians are able to do that for all Canadians. Okay. Je pense que les incidents qu'on a vus récemment soulignent le besoin, oui, d'avoir des enquêtes et de la transparence par rapport à ces incidents-là, mais aussi qu'on a besoin de garder le système pour assurer que tous les Canadiens soient bien servis par leurs forces policières. Follow-up, Ryan? Yeah, sir, just on another issue, after the bill failed to move forward Wednesday in Parliament, you said you'd continue working on it, that you wanted to get the payment out to people with disabilities. I'm wondering if you've made
parties opened up and made more negotiations, maybe changed some of your previous stances to help move that bill forward? We are very hopeful we are going to be able to move forward to deliver for people with disabilities across this country. We know that they're facing extra costs because of this pandemic, and that's why we moved forward a bill, and we even offered to separate out that bill so just that measure could be moved forward on. Unfortunately, as we saw, other parties did not want to move forward even on that one thing. So we're now looking at ways of perhaps being able to deliver that without having to pass through legislation, but it will be more difficult and may take longer. Bonjour, M. Trudeau. Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. D'abord, sur la décision de la Cour suprême sur le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. En fait, là, la Cour suprême a forcé la province à verser de l'argent à cette commission scolaire pour les parents francophones, pour les écoles francophones. Par contre, la province dit qu'on n'a pas assez d'argent pour financer comme il faut ces écoles-là. Est-ce que le gouvernement fédéral peut aider et va aider les provinces justement pour que les minorités linguistiques au Canada, notamment les minorités linguistiques francophones hors Québec, puissent avoir une éducation de qualité partout où ils sont? Évidemment, en tant que gouvernement, on a pris beaucoup de mesures pour protéger, pour renforcer les protections pour les communautés linguistiques minoritaires à travers le pays. Et cette décision de la Cour suprême, c'est une très bonne nouvelle pour ces communautés-là et pour notre pays. Ça fait longtemps que les communautés nous disent que les provinces ne financent pas adéquatement les services qui leur sont dus. Et on espère qu'à partir de maintenant, les provinces vont mieux respecter les communautés linguistiques. Et en tant que gouvernement fédéral, on est toujours ouvert à être là pour aider, mais on reconnaît la responsabilité et les compétences des provinces en matière d'éducation et de services pour ces communautés-là. I think the Supreme Court decision is good news for minority language communities right across the country who've long felt that they haven't been receiving the right levels of services from their provincial governments. As a federal government, we've moved forward in many ways to strengthen protections and support minority language communities across this country. But we now hope that the provincial governments will step up further in areas that are their exclusive jurisdictions, like education and certain services for minority language communities. As a federal government, we will always stand ready to support and help minority language communities across this country. Sur la prise de température pour les passagers, pensez-vous que les gens vont avoir de la difficulté à vous faire confiance? Parce que depuis le début, vous nous dites que ça ne fonctionne pas. Vous avez dit que les masques ne fonctionnaient pas aussi. Vous avez dit que fermer les frontières ne fonctionnait pas. Là, vous revenez, vous changez de position. Si ça arrive aussi tard que ça et que ça fonctionnait, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Et si là, ça arrive, est-ce que c'est justement pour simplement calmer les gens parce que ça ne fonctionne pas, comme vous le disiez plus tôt pendant la pandémie? Ou pensez-vous que les gens vont encore vous faire confiance quand vous demandez de mettre en place des mesures comme celle-là? On en avait parlé il y a bien des semaines sur cette idée de prise de température et ça nous a été souligné que c'est pas un moyen extrêmement efficace de déceler la COVID-19. C'est sûr. Mais que c'est un élément additionnel qui peut souligner si quelqu'un est malade, s'il ne devrait pas voyager ou s'il pourrait peut-être avoir la COVID-19. C'est sûr qu'on regardait ces mesures-là il y a plusieurs semaines et ensuite on a quasiment arrêté la totalité des déplacements aériens à l'international. Donc, on n'en avait pas de besoin. Mais maintenant, quand on commence à regarder la réouverture de l'économie, on commence à peut-être voir plus de gens venir au Canada dans les semaines à venir, on serait bien de faire comme beaucoup d'autres pays font et ajouter cette mesure additionnelle qui n'est pas une mesure garantie, une mesure à 100% pour protéger les gens, mais qui est une autre couche raisonnable qui va encourager les gens qui sont malades de ne pas voyager, de rester chez eux. Déjà, c'est quelque chose, mais aussi qui pourrait être une couche de protection additionnelle pour s'assurer qu'on est en train de faire tout ce qu'on peut pour protéger les Canadiens.
We talked about the idea of thermal screenings for travelers a number of months ago. It was highlighted at that point and still remains the case that it is not a way of detecting COVID-19 in travelers. But it is an additional measure that can highlight symptoms of COVID-19, can highlight if someone is ill and shouldn't be traveling at all. It's not the panacea, it's not a 100% solution. It is an extra layer of safety to encourage people who might feel sick to stay home and not travel and put others at risks. And it also aligns with what many of our international partners are doing as well. It is something that is an additional measure that can make a difference, but it has to be included with a suite of measures that we're moving forward with to keep Canadians safe. Brian Mullen, Global News. Just to follow up on one of the earlier questions, Prime Minister, when a young man took it upon himself to fight the blood ban at the Human Rights Commission, your government chose to fight him in federal court. Will you drop that case? And can you clarify that the changes you're planning to announce will mean an elimination of the 3-month deferral? The policy on MSM blood donations has long been discriminatory. But we know, and Canada has learned through strong, unfortunate experience, that the safety of our blood supply is something that we have to anchor in science. And that's why when we got elected in 2015 with a commitment to end the blood donation ban, we heard that the science was not there to be able to do it. We said, okay, well, here's millions of dollars for the Canadian Blood Services and Quebec to do the research necessary to be able to eliminate that ban safely so that we can still have a safe blood supply and we can move forward on ending discrimination against the LGBT community. We have made significant steps forward. We will continue to anchor our decisions in science and protections of Canadians. But as I've said, we will work to end this discrimination. Okay. Comme j'ai dit, c'est un processus qui discrimine contre la communauté LGBT et donc nous allons travailler avec Québec et les services de sang canadiens pour assurer qu'on peut être fondé dans la science et la sécurité des Canadiens en avançant pour enlever ces processus discriminatoires et nous allons avoir plus à dire bientôt là-dessus. Good morning, Prime Minister. Ashley Burke, CBC News. You just said that your decisions are anchored in science. That's something you've been saying repeatedly throughout this pandemic. But science has shown that temperature checks did not stop the spread of SARS. Dr. Tam, Canada's top doctor, has also said that it's not an effective tool for detecting people with COVID-19. So if you believe in making your decisions based on science, why are you backing this when the science isn't there? Science has certainly shown that people with fevers should not travel on international airlines at a time of pandemic. This is not, temperature checks will not be detecting cases of COVID-19. Science is very clear that it is not a surefire way of screening out people with COVID from people who don't have COVID. It is an extra layer of protection on top of many others that can have positive effects on people who decide that since they stay sick, they will stay home and not travel rather than be turned around at the airport. It's an extra layer of protection for people coming into Canada, but it is not the one surefire way of keeping Canadians safe. I absolutely agree, obviously, with the science on that. But it is a measure that we can move forward with that, in addition to other measures, can be effective at making sure that Canadians are kept safer. Nous savons très bien que des tests de température ne vont pas dire qui a la COVID et qui n'a pas la COVID. C'est certain qu'à ce niveau-là, c'est pas un test qui est aussi utile que ça. Mais c'est une couche additionnelle pour encourager les gens qui sont malades de ne pas voyager, pour détecter certaines personnes qui pourraient avoir des symptômes de COVID-19. C'est une couche additionnelle qui va protéger les gens. Et les gens s'attendent à ce qu'on prenne les mesures pour les garder en sécurité et c'est exactement ce qu'on est en train de faire.
Now that Canadians have seen the video of Chief Adams being tackled without warning, do you believe that those officers should still be members of the RCMP? And what does it say to you that the RCMP commissioner's seen that video and doesn't understand the definition of systemic racism? I think it's extremely important that we have an open, transparent, independent investigation into that incident and many other incidents like that. There is important answers to have on these specific things, but also on the pattern that we are seeing of why so many Indigenous Canadians or racialized Canadians are afraid when they are interacting with the police. These are things that we need to address, and we're working on it together. Okay. Je pense que ces incidents soulignent d'abord le besoin d'avoir des enquêtes directes, ouvertes, transparentes sur ces incidents-là, mais soulignent aussi qu'il y a un problème de discrimination systémique à l'intérieur de nos systèmes, de nos institutions, parce que les personnes autochtones, les personnes racialisées ne se sentent pas en sécurité en interaction avec la police, bien souvent. Kevin Gallagher, CTV National News, Prime Minister. So you've talked today about the need for reform within the RCMP. You've said you're disturbed by the arrest dashcam video of Chief Adam, while the Wood Buffalo RCMP found the actions of the officers reasonable and not really worthy of further investigation. We've also heard comments from top brass within the RCMP questioning whether there's systemic racism in the force. Do you still have confidence in the top leadership of Canada's National Police Force to make the necessary reforms that you say are needed? The events that have been brought to light over the past days highlight that without question there is systemic discrimination within our institutions, including within the RCMP. We need to move forward to correct that, and I continue to have confidence in Commissioner Lucky for the changes that she's made already within the force and the more changes we need to make quickly to ensure that the women and men who serve in our police forces across the country, including the RCMP, can better serve their fellow Canadians, particularly Indigenous and racialized Canadians. Je continue d'avoir confiance dans la commissaire Lucky pour les choses qu'elle a faites, pour les choses qu'elle va faire. Mais on voit qu'il n'y a aucun doute qu'il y a un problème de discrimination systémique à l'intérieur de nos institutions, de nos corps policiers, y compris de la GRC, que nous devons adresser, et c'est exactement ce que nous allons faire. Marika Walsh with the Globe and Mail. Following up on that question, given that Commissioner Lucky still has to learn what systemic racism is she not an impediment to the swift reforms that you say are needed? I think there are an awful lot of people who are learning just this week what systemic racism actually is and what it means for racialized Canadians, for Indigenous Canadians. There are some deep changes we need to make in our institutions, and we need to work with people who want to make those changes, who want to be part of the solution, and I know Commissioner Lucky is one of those. One of the reasons why Canadians can dismiss the existence of systemic racism and dismiss these incidents as anecdotes and one-offs is because your government has not mandated the collection and release of disaggregated police use of force data. Will you do that, and when? We have made significant steps over the past years on the collection of disaggregated data. We need race-based data to be able to understand exactly what's going on, whether it's in our communities, whether it's with policing, whether it's in financial sectors. Understanding the vulnerability that certain Canadians face in a systemic way is extremely important, which is why we have moved forward on disaggregated data, but why we will need to continue to do much more to better understand how our systems are unfair towards certain Canadians, particularly Black Canadians, Indigenous Canadians, and racialized Canadians. Merci beaucoup.